Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue dans votre émission littéraire 4e de couverture. Aujourd'hui, votre émission accueille Cheikh Baïdy Diop, l'auteur de l'ouvrage Les Barbelés de sable, sous-titré Pardonner sans oublier, s'ouvrir sans renier. Monsieur Diop, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez écrit cet ouvrage Les Barbelés de sable. Avant même d'entrer dans le fond, parlons de la forme. Nous voyons que la couverture de l'ouvrage quand même présente des barbelés dans un désert. Pourquoi ce choix? Merci, M. Top. La symbolique des éléments qui figurent sur la couverture voudrait que dès le départ, le lecteur sache qu'on va aborder un milieu carcéral. C'est la signification des barbelés qui représentent partout ailleurs cet environnement, cet espace carcéral. Mais cet espace carcéral, dans le contexte de l'ouvrage, se passe également dans un autre environnement. Dans un environnement où l'élément sable est dominant. Et donc c'est la raison pour laquelle en couverture de page, ces deux éléments figurent, les barbelés de sable, avec une autre symbolique quand on fait une lecture au second degré. Une sorte de situation géographique alors? Tout à fait. Alors, les barbelés de sable, un poignant témoignage, vous nous dites, sur la furie meurtrière qui a secoué la Mauritanie durant la dernière décennie du XXe siècle. Vous êtes témoin? Témoin, oui, parce que j'étais en Mauritanie au moment où ces événements se sont produits. Je suis témoin également dans la mesure où j'ai été concerné directement ou indirectement parce que ça a frappé, ça a concerné des parents, des amis à moi. Donc c'est à ce titre que j'ai essayé, à mon niveau, de proposer cet ouvrage à la population mauritanienne, mais également à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes des droits de l'homme. Cet ouvrage est donc à la fois le récit d'épisodes romancés et l'évocation de destins singuliers de quelques personnes prises dans une tourmente qui a bouleversé le cours de leur vie. Êtes-vous rescapé ou victime? Pas directement. Les victimes, malheureusement, ne sont pas parmi nous. Elles sont là où on les a mises, malgré elles. Rescapées, peut-être moralement, dans la mesure où j'aurais pu être dans les mêmes conditions que ceux qui ont été tués, torturés, déportés, humiliés. Entrons maintenant dans le fond de l'ouvrage, Les Barbelés de sable. D'emblée, nous avons vu que vous avez dédié cet ouvrage au docteur Souleymane Cheikh. Vous dites arraché trop tôt à notre affection par une mort brutale et injuste. Or, si nous lisons la 4e de couverture, on a l'impression que peut-être le docteur Souleymane fait partie des victimes dont relate l'auteur dans l'ouvrage. Non, le docteur Souleymane, lui, il est mort dans d'autres conditions. Il a été fauché par un taxi au moment où il s'apprêtait à payer des friandises à sa fille. Alors, victime, oui, il a été victime par la suite parce qu'il est mort. Et il est tombé dans le coma, mort. Il est resté dans le coma pendant un certain nombre de jours. Et surtout victime parce que jusqu'à présent, on n'a jamais su, on n'a jamais pu mettre la main sur le chauffeur qui l'avait fauché. Donc lui, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il a été victime de choses. Dans un pays, dans une justice organisée, le décès, pour ne pas dire le meurtre, d'un cadre de son niveau aurait dû donner lieu à une enquête très sérieuse jusqu'à trouver celui
qui a été l'auteur de ce crime-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est comme si on avait enterré le problème. Dans la première partie de l'ouvrage que vous avez intitulé Les années bonheur, le chapitre 1er, la naissance d'une légende, deuxième, ce qui parle à la matière, la retraite de Sarel comme troisième chapitre, et enfin, ce jour-là. Là, vous faites ce que nous pouvons appeler une entrée en matière. Est-ce réellement le cas avant de traiter réellement le problème? Entrée en matière, certainement, mais cette entrée en matière est un rappel de ce qui existait dans cette région, ce qui existait au Fouta avant la survenue de cette tourmente. Vous nous dites d'ailleurs, pour ne pas vous couper, que les récoltes du Waalo ont débuté depuis quelques semaines déjà. Comme d'habitude, le Fouta est en fête durant ces périodes. Organisation de séances de lutte intervillageoise, cérémonies de mariage, courses de chevaux, festival des arts de l'eau et autres célébrations. Vous nous dites, toutes ces manifestations sont principalement pilotées par 3 classes d'âge séparées par des tranches variant entre 3 et 4 ans. Là, nous sentons nettement que la vie mène son cours normal, il n'y a pas de problème, les gens semblent être heureux. Tout à fait. Et cela, précisément, contraste avec le climat qui va être instauré par la suite. Donc, dans cette partie, qui comprend un certain nombre de chapitres, j'ai essayé de restituer l'atmosphère que connaissait le Fouta, sénégalais et mauritanien. C'était une atmosphère, les environnementalistes de mon époque parleraient de climax, c'est-à-dire un certain équilibre entre tous les éléments. Et ces fêtes faisaient partie des activités qui rythmaient la vie au Fouta, une vie paisible où il y avait véritablement une entente entre les différentes composantes, ce qui n'excluait pas, on l'a dit dans l'ouvrage, que de temps en temps surviennent quelques calamités climatiques ou même certaines, certaines survenues à la suite de malentendus, mais enfin qui se réglaient conformément aux usages en vigueur, qui se réglaient suivant la dynamique de la palabre. Quand on lit l'ouvrage, la première victime semble être Siley. Dans le chapitre 3 de la deuxième partie, vous nous dites, parti comme à l'accoutumée aux premières heures de la matinée, Siley s'était fait déposer à son chantier à bord du taxi de son fils. C'est un véritable char de combat retravaillé par ces mécaniciens qui savent redonner vie à toute ferraille que l'Occident nous balance à la figure. Là également, avant même de continuer, nous sentons cet état intellectuel, cet esprit intellectuel qui vous anime, qui vous permet de pouvoir raconter une histoire romancée, je précise, mais également en y mettant des éléments réels que nous vivons quotidiennement. C'est ça. Donc, Siley incarne un peu cette logique qui va du moment où, justement, dans ce milieu, il y avait un peu ce qu'on peut appeler une certaine harmonie, à la fois politique et surtout sociale. Vous vous souviendrez que Siley fait partie de ceux qui ont pu, oui, le privilège d'assister à la fête de Blo, et que sa génération est celle qui a principalement animé cette manifestation. D'ailleurs, dans les derniers paragraphes, nous disons que lui et ses camarades étaient heureux et ivres de joie à la suite de cet événement, qu'ils ont parcouru pratiquement toute la région pour célébrer un peu leur victoire. Malheureusement, par la suite, ils ont été obligés
lui, il en fait partie d'aller chercher du travail ailleurs. Et ce qui fait que sa génération a quitté les villages, les hameaux, pour aller dans la capitale, pour trouver du travail. Et Siley, justement, était chauffeur. Il fait partie de ceux qu'on a massacrés dans les premiers temps. Et il est mort dans son taxi. Et c'est le chien d'un gardien qui a pu montrer aux gens qu'il y avait sous ce taxi un cadavre, et c'était le cadavre de Siley. Je rappelle juste, chers internautes, que nous sommes aujourd'hui avec Cheikh Beydi Diop, l'auteur de l'ouvrage Les Barbelés de Sable. Monsieur Diop, quand vous évoquez les événements qui se sont passés il y a à peu près 30 ans, on sent nettement, pas une certaine nostalgie, mais on sent de la tristesse chez vous. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Vous avez bien fait de rappeler que les premières lignes de cet ouvrage ont été écrites en mars 1991, donc au moment de la survenue des événements. À l'époque, je voulais simplement noter ce qui s'était passé et peut-être laisser un document qui serait un peu le témoin de etc., etc. Donc vous voyez que sur 30 ans, on a mis pratiquement 30 ans avant de publier cet ouvrage. Et nous avons... C'est parce que l'ouvrage n'était pas encore terminé. Quand est-ce l'avez-vous achevé? Pourquoi avoir attendu 30 ans pour publier cet ouvrage? D'abord, comme je l'ai dit, je voulais simplement noter. Donc c'est ce qui fait que j'ai poursuivi sa rédaction dans différentes localités, à Nouakchott, à Paris, à Rennes, à Cincinnati, à N'Djamena, au Niger, à Maradi, Bamako, à Dakar, Sénégal, à Saint-Louis, Sénégal, et quelquefois dans l'avion, quand les vols étaient assez longs entre New York et Paris, entre New York, etc. En réalité, donc, ces notes-là, je peux dire que j'ai fini d'en dessiner les contours aux environs de 1997, 96-97. 6 ans après. Voilà, j'aurais pu donc à cette époque-là publier ces notes, mais pas sous cette forme-là, parce que par la suite, j'ai eu surtout des problèmes de saisie, mais j'ai eu également des problèmes de temps, en me disant que de toute façon, ce que j'ai écrit, mes enfants, mes arrière-enfants, ou bien simplement des amis, pourront le retrouver dans mes archives. Par la suite, j'ai dit non, il faut peut-être essayer de témoigner pour l'histoire et de faire l'ouvrage. C'est ce qui fait donc que certains chapitres ont été peut-être réécrits, mais l'essentiel de l'ouvrage aurait pu être calé, passez-moi le terme, à partir de 96-97. Les bannis de la République, un mot un peu fort, vous ne trouvez pas? Non, dans la mesure où ça correspondait avec la réalité, parce que quand ces événements se sont produits, non seulement il y a eu les exactions dont on a parlé ou dont on connaît l'ampleur à l'intérieur du pays, mais il y a eu concomitamment l'expulsion de Mauritaniens vers d'autres pays. Pourquoi? Sous prétexte qu'ils n'étaient pas Mauritaniens, alors que c'est des Mauritaniens dont, comment dirais-je, la descendance ou la généalogie remonte à plusieurs siècles. Vous en avez parlé d'ailleurs dans l'ouvrage. À plusieurs siècles. Donc ça a été égal. Donc
un des éléments incompréhensibles de cette situation-là, si bien que vous trouvez jusqu'à cette heure-ci des Mauritaniens qui sont au Mali, au Sénégal et probablement dans d'autres pays sous prétexte qu'ils n'étaient pas Mauritaniens. Donc c'est là où c'est pourquoi j'appelle les bannis de la République, parce qu'ils ont été déportés hors de leur pays d'origine, où ont vécu pendant des siècles et des siècles leurs ancêtres. La barbarie avec laquelle ces bannis de la République avaient été traités aux yeux de la communauté internationale frise aujourd'hui, en tout cas la sensibilité d'un lecteur. Qu'est-ce qu'il explique à l'époque? Ce silence même que l'on perçoit lorsqu'on lit l'ouvrage de la communauté internationale. Écoutez, vous savez, c'est difficile de comprendre certaines réactions de ce que l'on appelle la communauté internationale. Elle réagit promptement devant certaines situations, sans que cela soit accompagné d'efficacité. Des fois, elle met un temps long, peut-être même trop long, pour réagir devant des situations aussi dramatiques que celle-là. Je ne sais pas, je ne peux pas dire comment on peut expliquer ce silence-là, mais par la suite, je crois que les gens se sont rendus compte que cela existait et il y a eu une réaction, malheureusement, peut-être un peu tard pour certains, notamment ceux qui ne sont plus là. L'humanité est comme un gaz dans un milieu fermé. Quand la pression devient trop forte, elle explose par endroits. C'est ce qui est arrivé ces années-là, dans ces espaces-là. Quelle a été la pression qui a poussé ces gens-là à agir de la sorte? Écoutez, il y a, enfin, de mon point de vue, il y a une volonté excessive d'un devoir de domination. Racisme? Pardon? Racisme? Bon, appelons-le ainsi. En tout cas, il y a une certaine classe depuis longtemps. Ça s'est produit dans d'autres pays d'ailleurs, mais ça s'est produit malheureusement en Mauritanie à cette époque-là, qui se sont sentis poussés par ce que j'appelle un devoir de domination et qui n'ont pas su ou voulu entendre les autres, qui n'ont pas su ou voulu comprendre les autres, qui n'ont pas su ou voulu être avec les autres. Nous en parlons sans rancœur ni animosité, en souhaitant que cet ouvrage serve non seulement à tamiser la turpitude de l'histoire passée incarnée par ces événements, mais à permettre aux autres, aux gens plutôt, de s'ouvrir aux autres, d'où le sous-titre de notre ouvrage, oui, s'ouvrir sans se renier, pardonner sans oublier. Donc nous excluons la rancœur, nous excluons toute forme de vengeance, mais nous voulons que ces faits soient connus, que ce qui a amené ces faits, on puisse dire qu'on évitera autant que faire se peut de ne pas le faire. C'est assez. Et qu'on insiste sur l'impérieuse nécessité de s'ouvrir les uns aux autres et de cultiver la paix, de cultiver la porosité, de cultiver, comment dirais-je, l'ouverture et une gestion intelligente des hommes, mais également une gestion ordonnée des ressources que la nature et les hommes ont mises à la disposition d'un pays.
C'est peut-être à ce titre-là qu'on pourra cheminer sur les avenues de la paix, qu'on pourra regarder l'autre comme un frère, regarder l'autre comme un parent, l'autre comme un compatriote. L'ostracisme est preuve, selon moi, d'une cécité puérile. Le rejet de l'autre dénote une cruelle inculture. Parce que moi, je n'ai rien de plus que l'autre, tout comme l'autre n'a rien de plus que moi. Et pourtant, dans la 4e partie intitulée Moment d'espoir, dans le chapitre 1, c'est comme si vous rappelez la spécificité de l'humanité en nous parlant du disciple d'Hippocrate. Ce jeune homme-là, dans ces espaces-là, ces moments-là, a su réagir comme un être humain. Tout à fait. Dans l'ouvrage. À la page 163. Dans l'ouvrage, effectivement, on a tenu à ce qu'il n'y ait pas un mélange entre ceux qui ont commis des actes ignobles et innommables pendant ces événements et ceux qui se sont opposés, certains les armes à la main, à leurs semblables, à leurs parents, qui ont dénoncé la barbarie de ces actes. Donc, parmi eux, et il y en a, heureusement, qui ont protégé des Mauritaniens, des fois même des étrangers, qui travaillaient à l'époque en Mauritanie, qui les ont hébergés, protégés, et leur ont permis de rejoindre leur domicile alors que la furie était tout à côté. À côté de ces gens-là également, il y a surtout beaucoup de Mauritaniens qui se sont opposés, des fois des armes à la main, à leurs semblables, pour dire ne touchez pas à ces gens-là, ce que vous faites est inqualifiable. Il y a eu également des Mauritaniens au niveau des fonctions qu'ils ont occupées, qui ont fait preuve de beaucoup de courage. Et le disciple d'Hippocrate en fait partie, ils sont nombreux. Lui qui a refusé d'appliquer les, les normes et la dynamique qui avaient été prévues par les supérieurs pour amener ces prisonniers ou ces détenus à un stade de chosification, pour ne pas dire à la mort. Vous-même, paraît-il, avez perdu votre job, votre travail, votre poste par votre... Bon, mon cas est vraiment mineur par rapport à ce qui s'est passé. J'ai perdu mon truc bien avant les événements. Par contre, d'autres ont perdu brutalement non seulement leur fonction, mais leur emploi, leur terrain, leur maison, etc. Ayant conduit à ce que vous dites ici, la fin est un mot chargé, à la fois concept et réalité. Il faut avoir eu faim réellement pour comprendre la profondeur tragique de ce vocable. Il faut avoir eu faim dans les circonstances où nous nous trouvions pour comprendre la sottise des sociétés dites de consommation, somnolant dans un gaspillage criminel des ressources alimentaires. Il faut avoir été tenaillé de façon continue par les douleurs d'un estomac vide depuis plusieurs mois pour comprendre ce que c'est que la faim. Comme si il y a une logique dans votre récit des faits que subissent les victimes et qui se répercutent à travers des vocables que nous appelons souvent faim, mais dont nous ignorons réellement les conséquences et les sensations. Le narrateur qui parle dans cet ouvrage, effectivement, fait ressortir des sentiments et des positions qui sont nés à la suite de situations vécues. Dans l'ouvrage, ce narrateur, effectivement, s'est engagé au moment où il transportait
20 litres d'eau sur sa tête et qu'on lui interdisait de prendre de l'eau, il n'avait droit qu'à un quart de litre par jour. Alors que tous les jours, il avait 20 litres d'eau potable sur son chose. Et ce narrateur, donc, qui a connu la faim et la soif, s'est engagé, à se réserver les tâches les plus pénibles, à se les réserver. Donc à éviter à son épouse un certain nombre de tâches, etc. Deuxièmement, s'est engagé à ne plus manger de façon à être rassasié. Parce qu'à partir de cet instant, il a compris la sensibilité que lui exerce sa conscience, à travers les faits dont il a été témoin. Je ne sais pas, également, dans cet ouvrage, nous avons essayé de mettre en relief la résilience d'un certain nombre de personnes, notamment des femmes, qui se sont comportées de manière magnifique. Les Amazones. Les Amazones, elles arrivent, les Amazones, qui, pendant que leur conjoint était en détention, dépourvus de toute ressource matérielle, morale également, ont su tenir pendant des années, faire face à l'adversité, faire face aux humiliations, aux intimidations, faire face aux pénuries, à toutes les pénuries, et continuer à défendre les idéaux pour lesquels leurs maris se sont retrouvés là où ils sont. Encore une des grandes valeurs que l'on peut donner à la femme. Nous sommes au mois de mars. Le 8 mars prochain, nous allons célébrer la Journée internationale de la femme. Je rappelle juste, chers internautes, que Cheikh Beydi Diop est né à Mbagne, dans la région du Brakna, sur la rive droite du fleuve Sénégal. Ingénieur des eaux et forêts, il a été directeur du développement rural, directeur du bureau communautaire des produits de la pêche à la CEDEAO, directeur du développement rural Ouagadougou, administrateur directeur général de la Société d'économie mixte mauritano-soviétique de pêche, conseiller technique principal d'un projet PNUD FAO Niger et enfin ministre de l'équipement et des transports à Mauritanie. Monsieur Cheikh Beydi Diop, auteur de l'ouvrage Les barbelés de sable, pardonner sans oublier, s'ouvrir sans se renier, est disponible à la maison d'édition L'Harmattan Sénégal. Monsieur Diop, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, monsieur. Chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.